Ah, eh bien, je voudrais maintenant vous proposer que nous ayons un échange avec une keynote speaker française qui, évidemment, parce que même si la France voulait le cacher, nous aurions rendu compte que les grèves en France ont empêché que notre invité puisse se joindre à nous. Je voudrais d'abord, Florence Lustmann, rappeler que vous êtes présidente de France Assureur. Et je voudrais vous remercier de votre présence en ligne parce que, évidemment, vous avez été empêché pour pouvoir vous joindre à nous de sorte à ce que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici dans ce rendez-vous de l'assurance de Casablanca. Demandez à la salle de vous applaudir pour que vous puissiez les entendre. Super. Voilà, donc c'était peut-être quelques mots d'introduction pour vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais, puisque nous sommes réunis autour d'un sujet qui est celui des technologies et des changements, évidemment, que tout cela induit dans le domaine de la mobilité et dans les métiers d'assureur, j'aimerais vous demander, Madame Lustmann, comment vous-même, vous percevez l'évolution de la notion de risque en matière de mobilité et de transport? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier la Fédération marocaine pour son invitation à participer à ces entretiens aujourd'hui. Alors, par rapport à votre question, pour nous, assureurs, le risque, c'est notre métier. Et en tant qu'activité humaine, le transport, il est intrinsèquement porteur de risques, et ce, depuis que l'homme a commencé à se mouvoir. Ainsi, assurance et mobilité sont intimement liés. D'ailleurs, historiquement, le transport de marchandises lié au commerce a incité au développement de la proto-assurance, les prêts à la grosse aventure, comme on disait, dans les sociétés babyloniennes et grecques antiques. Et les premiers contrats d'assurance tels que connus aujourd'hui sont apparus entre le XIIe et le XIIIe siècle en Italie, dans une société marchande. Alors aujourd'hui, la mobilité des particuliers, c'est toujours très majoritairement l'auto. En septembre 2021, on dénombrait environ 1,4 milliard de véhicules sur la route dans le monde, tous véhicules confondus. En France, c'est 58 millions de véhicules pour un marché de l'assurance estimé à 24 milliards d'euros de cotisation. Mais les usages évoluent, même avec la voiture. Il y a le covoiturage, il y a l'autopartage, et aujourd'hui, c'est pas moins de 30% des Français qui y ont recours. La mobilité, elle évolue aussi au gré des nouvelles attentes des consommateurs, en particulier en matière de transition écologique. Et ça se voit avec le développement de la voiture électrique et puis demain de la voiture sans chauffeur. Et évidemment aussi le développement de la mobilité propre ou douce avec les EDPM, vous savez, ces engins de déplacement personnel motorisés. Aujourd'hui, 22% des Français ont déjà essayé la trottinette, et si vous allez dans Paris, pas seulement les jours de grève, vous verrez énormément de trottinettes un peu partout, sur la chaussée, sur les trottoirs, et les ventes de trottinettes ne cessent de progresser. On constate aussi un usage renouvelé du vélo dans tous les centres urbains, et aujourd'hui, 26% des Français utilisent le vélo pour des déplacements réguliers. Alors, en plus, tous ces modes de déplacement, il y a la voiture, il y a les transports en commun, évidemment, il y a les EDPM, il y a les vélos, et tous ces modes de déplacement sont de plus en plus interconnectés, ce qui apporte beaucoup d'agilité dans l'usage, et ça, c'est très bien, mais ça engendre aussi de nouveaux risques qui sont liés à l'exploitation accrue de la donnée. Et notre mission, nous, en tant qu'assureurs, c'est d'accompagner toutes ces évolutions qui sont parfois des bouleversements pour permettre à la société d'avancer en confiance. Donc notre rôle, c'est vraiment d'anticiper, en les cartographiant, en les analysant, d'anticiper tous ces risques pour les prévenir et puis aussi évidemment les indemniser quand les risques se réalisent.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en matière de réparation et d'indemnisation sur les dommages liés à la mobilité dans les années prochaines? Alors, la réparation, l'indemnisation, dans notre jargon, c'est le cœur de notre métier. Notre métier, c'est de réparer le monde réel. Ça peut être des voitures, ça peut être des bâtiments, mais c'est ça notre métier. Et en matière de réparation automobile, les choses vont considérablement évoluer sous un double effet. D'abord, l'électrification accrue des véhicules. En 2021, près d'une voiture sur 5 vendue en France était une voiture électrique. Alors, 100% électrique ou hybride rechargeable, mais quand même une voiture sur 5. Et le deuxième effet, c'est la connectivité de plus en plus forte. On s'attend à ce qu'en 2025, la moitié des véhicules en circulation en Europe soient des véhicules connectés. Alors, ces deux phénomènes vont avoir un impact à la fois sur la fréquence et sur le coût des sinistres. Alors, d'abord, on peut espérer une baisse de la fréquence grâce aux services de maintenance prédictive qui permettent de remplacer une pièce avant la panne. Grâce aussi au système embarqué type freinage d'urgence autonome ou alerte de perte d'attention du conducteur qui devrait permettre d'éviter des accidents. Mais en sens inverse, on s'attend aussi à une augmentation du coût de la réparation. Et on constate d'ailleurs déjà aujourd'hui que les sinistres deviennent de plus en plus chers à réparer. On le voit. À chaque fois qu'on cogne un pare-brise ou un pare-choc, ça nécessite un recalibrage. La réparation est plus complexe, les véhicules sont bourrés d'électronique, les pièces sont plus chères et les réparateurs doivent être formés. Alors, la transformation des voitures, le coût de la réparation, l'exigence écologique, ça implique aussi de refondre ou de créer des filières de réemploi et de réparation durable. Aujourd'hui, en France, c'est seulement 3,6% des pièces qui sont utilisées dans la réparation automobile qui sont des pièces de réemploi. Donc, on a une énorme marge de progrès. Et je suis très heureuse d'avoir obtenu en septembre dernier un engagement de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, pour lancer un groupe de travail sur ce sujet. J'aimerais aussi vous interroger sur ce qu'on devrait penser, faire, imaginer en matière de prévention et aussi écouter de votre part, quelles sont les attentes? Alors, la sécurité routière, ça fait partie des terrains historiques de la prévention, avec des campagnes qui sont connues de tous, comme celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, avec des campagnes pendant des années sur le port de la ceinture obligatoire, des actions que nous menons en partie avec l'association Prévention routière, dont les assureurs sont membres fondateurs depuis des décennies, et pour lequel les assureurs contribuent encore à plus de 20% du budget. Donc on est très engagé sur toutes ces actions de sécurité routière. Alors, ces campagnes ont contribué à une baisse notable de l'accidentologie. En 50 ans, le nombre de morts et de blessés sur les routes a été divisé par 5 en France. Mais pour autant, il ne faut pas oublier que la route demeure la première cause de mortalité des jeunes des 15-24 ans. Donc, il faut continuer les efforts, il faut répéter les messages, parce que le meilleur sinistre, surtout quand on parle de sinistre corporel, c'est évidemment celui qui ne se produit pas, celui qu'on a évité grâce à la prévention. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons une association dédiée qui s'appelle Assurance Prévention et qui réalise toute une série d'actions. Alors, on a fait par exemple une campagne radio sur la vigilance au volant, une campagne qui a été entendue au moins 10 fois par 70% des foyers avec enfants. Et puis surtout, on a une initiative très concrète qui s'appelle la piste d'éducation routière en partenariat avec la Gendarmerie nationale. Concrètement, les équipes installent la piste et proposent aux jeunes de conduire des grosses motos, c'est vraiment des très grosses motos, en étant à la fois guidés et éduqués à la maîtrise des risques.
21 villes ont ainsi été visitées l'année dernière et 7400 jeunes ont été formés. Et je peux vous dire, parce que j'ai assisté à une de ces pistes, qu'ils étaient tous très, très enthousiastes. En plus, dans certaines banlieues qui sont touchées l'été par des rodéos urbains qui sont très, très dangereux, parfois même meurtriers, eh bien, on a noté une baisse drastique du nombre de ces rodéos urbains après passage de la piste d'éducation routière. Ce qui montre que les jeunes, quand on leur explique les risques, qu'on les illustre, qu'ils sont eux-mêmes au volant de ces engins avec des professionnels et des gendarmes autour d'eux, eh bien, ils prennent conscience des risques qui sont liés à l'usage de l'arme, des risques pour eux-mêmes et puis aussi des risques pour les autres. Alors, la prévention, elle évolue aussi pour tenir compte des nouveaux usages qui engendrent aussi de nouveaux risques. Et je pense en particulier aux EDPM. Et là, les statistiques sont dramatiques. On a pris l'exemple d'un département du Rhône, qui suit l'accueil aux urgences des conducteurs d'EDPM. Eh bien, on est passé de 1 par jour à 5 par jour. Et le phénomène est mondial. À Auckland, en Nouvelle-Zélande, le nombre d'accidents est passé de 2 à 35 par semaine avec l'introduction des trottinettes en libre service. Et cette accidentologie, elle est particulièrement avant sur les trottinettes ou sur les EDPM. Et donc, ce sont des blessures qui touchent majoritairement le visage, le crâne et les membres supérieurs. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas attendu que tout le monde se mobilise, mais dès 2021, France Assureur a mis en ligne le premier module gratuit d'auto-formation à la conduite d'un EDPM. On l'a appelé Trot Safe, donc le nom est explicite, je pense. Et ce guide d'auto-formation à la conduite d'un EDPM est accessible à tous sur le site de notre association Assurance Prévention. Ce que vous parlez des engins, je voudrais juste revenir au circuit pour les grosses motos que vous avez mis en place pour les tout jeunes. Si vous prenez les moins jeunes, je serai prêt à venir m'y essayer et m'assurer que l'apprentissage sera dans les meilleures conditions possibles. J'aimerais vous poser une dernière question, si vous voulez bien. En regardant un peu plus loin et en étant toujours plus prospectif, vous avez évoqué et mentionné la notion d'anticipation. Vous avez dit anticiper. Et j'aimerais vous demander qu'est-ce que cela recouvre pour vous sur les questions de mobilité. Anticiper, c'est analyser l'environnement présent et surtout analyser tout ce qui va impacter dans le futur le développement de l'assurance de la mobilité. Et là, pour moi, il y a un enjeu qui est absolument crucial, c'est celui de la donnée. En effet, les discussions réglementaires et politiques qui ont lieu en ce moment en Europe majeur sur la capacité qu'auront ou non les assureurs pour utiliser les données des véhicules connectés. Et 2 textes retiennent particulièrement notre attention aujourd'hui. Le premier, c'est le Data Act, qui définira le cadre juridique applicable en matière d'accès, de collecte et d'utilisation de la donnée des véhicules connectés. Pour nous, celui qui produit la donnée, le constructeur, le conducteur, doit pouvoir décider avec qui il la partage. Et cela dans des conditions préservant la neutralité technologique et évitant le risque élevé de verrouillage de marché. C'est la raison pour laquelle nous avons pris une part active dans l'Alliance connectée pour tous, qui vise à favoriser l'émergence d'une mobilité connectée, mais au bénéfice des consommateurs et de la société. Alors, pourquoi c'est important pour nous d'avoir accès à la donnée ? D'abord, tout simplement, pour déterminer les responsabilités en cas d'accident, notamment sur une voiture à délégation de conduite, mais aussi pour offrir de nouveaux services aux utilisateurs, par exemple en matière de maintenance prédictive ou de conseils personnalisés pour une conduite plus responsable. Alors ça, c'était le premier texte,
Data Act, qui est en discussion. Le deuxième texte fondateur, c'est l'IA Act. Alors, en assurance auto, l'intelligence artificielle, elle est surtout utilisée pour la primo-évaluation des sinistres sur la base de photos qui sont transmises par l'assuré. C'est utilisé également pour la lutte contre la fraude et notamment la lutte contre la fraude en ayant de multiples assureurs. Et pour cette raison, donc ce sont quand même des cas d'usage relativement simples, et pour cette raison, nous demandons à ne pas être considérés comme un secteur à haut risque au regard de la classification de cette IA Act. La deuxième vision de l'anticipation, c'est une anticipation encore beaucoup plus large. Là, on était dans le champ de l'assurance, mais c'est de tenir compte des grandes évolutions sociétales, des demandes de nos assurés, et pas seulement en assurance vie, mais aussi en assurance auto, et en particulier la nécessité de préparer la transition écologique. Et en tant que premiers investisseurs dans l'économie, avec pas moins de 2700 milliards d'euros de placements en France, nous sommes en effet incontournables pour soutenir en particulier les acteurs de la filière automobile dans leur transition écologique. Merci à vous pour votre contribution à cette rencontre du rendez-vous de Casablanca de l'assurance. Merci pour ces idées partagées. Je demande à la salle de vous applaudir. Je rappelle évidemment, Florence Lussmann, vous êtes présidente de France Assureur et que nous avons été ici ravis de vous écouter. Je voudrais vous dire bon courage avec les embouteillages à Paris, en région parisienne. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Je voudrais, mesdames, messieurs, maintenant vous proposer d'accueillir notre dernier keynote speaker avant d'accueillir le premier panel qui nous mènera au déjeuner tout à l'heure. Et ce keynote speaker est une dame, elle est présidente de l'UNESPA, qui est donc la Fédération espagnole des assureurs, Pilar González de Frutos. Thank you for being here and thank you for coming to Casablanca to share your thoughts with us. Ladies and gentlemen, good morning to you all. It's to me a great pleasure being here today. So the first thing I would like to do is to thank the Moroccan Federation of Insurance Undertakings for their invitation. I have been given the task of presenting you some ideas on the present and more interestingly on the future of motor insurance. Naturally, all my experience is on the subject derives from the experience of my market, the Spanish market. I've been linked to the insurance world for something over 40 years. The upside of this is that this long experience is a valuable asset, making a short look on what has happened in motor insurance in the last 4 decades. Motor insurance was born as a necessity. Private motor vehicles, which were a crucial driver of growth and prosperity since they were generalized, generated some problems as well. In its first moments, all that motor insurance did, it was simple, to pay. We paid for the damage our insured caused. However, things began to change. Vehicles began to sophisticate themselves as they were used by bigger amounts of people, and the need of services surged. The motor vehicle came to be one of the most frequent devices of every life. Nowadays, Spanish total population amounts roughly to 47 million people, and no less than 30 million are drivers.
the possession of at least one private vehicle is present in close to 8% of Spanish households, according to official statistics. The massive use of vehicles created a demand of services linked to them that is, in an important degree, provided by insurance through that we know as voluntary motor covers. The Spanish motor insurance provides more than 10 million services per year nowadays. We provide 3.7 million tow services. We repair each year 4.2 million vehicles. And in fact, motor insurance is, all things considered, probably one of the biggest and more efficient service platforms that exists in Spain. Nowadays, there are several elements that make the Spanish motor insurance as a business model to watch. First and foremost, the automobile national fleet used to grow at a rate of 6% 20 years ago, while now it grows a mere 2%, with occasional negative dips, such as the one we witnessed back in 2008. Hence, the Spanish motor insurance market is much more limited than what it used to be, and it's also experiencing bottlenecks and other supply-side issues due to the lack of spare parts for repairs. More recently, it has had to face the surge in repair costs due to an unexpectedly high inflation. Secondly, there have been legal novelties such as the update of the injury and personal casualty indemnity charts that translate into a cost increase in a highly regulated activity, such as the motor insurance business line. Spain has a legal binding assessment system that allows to calculate the indemnities for the personal injuries due to traffic accidents. In spite of this recent increase in cost, this is an extremely useful tool because it gives both victims and insurers legal certainty over something that otherwise would depend on the discretion of each judge and therefore would be more difficult to forecast for both parties. Running parallel along these two phenomena goes the increase in car trips that translate into a surge of the accident frequency, while the Spanish motor park gets older and older. The age of passenger cars in Spain is currently 13 years on average. This is an additional pressure on the profitability of an extremely competitive industry, which already works under very tight margins. Well, so what I just described you is the path that we have trodden in Spain, but which is the path we are bound to tread? What lays ahead of us? The first thing I would like to say to you is that my idea of the future of motor insurance is closely linked to a sole concept: data. Insurance has always been about data. You need to know well what has happened out in the past to be able to know how can you cover the present risk. So from this some point of view, insurance has always been about data. However, what I'm trying to convey here today is that the motor insurance linked data is going to be huge. Real huge. We are talking about big data, and we can conclude that if data is insurance, then big data will be big insurance. Let me tell you something. Formula One creates in one weekend of trials and competition an amount of data that is estimated in 1 terabyte, which is 1,000 gigabytes or 1 billion kilobytes.
if you store music in the amount of information that a single Formula One vehicle generates, you would be able to remain listening with non-stops during 3,300 years. Yeah? More than 3 millennia. A present vehicle knows a lot of things about itself and, more importantly, about its driver. That is about us. There actually are several embryonic experiences that we can observe about how the use of these new streams of data change the landscape of motor insurance. Take the example of Italy. This country has a huge problem of high premiums, especially among young drivers and those from some specific regions, which was tackled through the offering of significant discounts in the case that the client agreed to share the car's black box data with his insurer. The result was that premium remained low whilst claims cost smoothed, and amongst other effects, fraud was dramatically curbed. Big data means that in the future, an insured not only would be able to demonstrate that they had had no accident in, say, the last 5 years, this driver will be able to demonstrate that their driving behavior is actually smooth, that they always pull the brakes if they see an amber light, that they don't usually break speed limits, and so on. A reality that obviously opens up a wall of possibilities for the insurer in terms of insurance tailoring. Autonomous cars will become predominant on the streets in a not so far away future, and the information generated by these type of vehicles will be essential to establish the cause of accidents and therefore in determining who is liable in each case. The ability to create data through the vehicle sensors is one side of the coin. The other side is connectivity, another new reality that is potentially able to trace as many new paths of evolution to motor insurance as big data. In this point of my speech is where what I said about motor insurance mutating into a service platform comes to be really consistent. No matter how ample the present range of services is, connectivity is bound to make it grow exponentially. This is actually the point where the two planets called motor insurance and insurtech are closer in their orbits. Motor insurance and insurance or insurtech are two worlds which have a lot to learn from each other. In the European Union, the future has a great asset in its favor, the European data strategy. After a long, complex and tough discussion, the European authorities and the legislators have finally embraced the basic concept that the owner of data is the person who generates it. This means that regulation is bound to recognize that the right to share data remains in the client. This will create the most empowered client in insurance history, and this will force all of us, insurers, to constantly improve our processes and client management strategies. The second big point that I think will be present in the future of insurers, and please take note of the fact that I had not said motor insurers, is the question of what we sometimes call personal mobility vehicles. Among these, we find devices like electric scooters, electronically power-assisted cycles, etc. It's obvious to everyone that these vehicles are of great importance for mobility in dense cities, and that is a reality that is here to stay. The growing use of these devices is arousing the problem linked to the accidents they cause
And there is a debate in several countries, Spain amongst them, of the question of a possible insurance compulsion. The point of view of the Spanish insurers about this question is that there probably has to be a compulsory insurance, but not a compulsory motor insurance. There are several technical reasons to sustain the idea that these devices are not properly speaking motor vehicles, so we think that the approach to the problem should be different. The insurance of these devices should be basically a general liability insurance. The nature of the damages potentially caused by these devices is radically different than those of the motor vehicles. Hence, the legal treatment should be also different. Likewise, a general liability policy would be more suitable for the customer because it can be flexible enough to turn into a pay-per-use insurance or pay what you write product. The price of a personal mobility device policy should be cheaper because the risk entailed by the use of such a vehicle is certainly smaller than of the use on an automobile. Protections designed in such a way would probably meet the customer's needs in a more accurate way. The third big point I see in the future of motor insurance is that linked to the general use of new technologies in the daily work developed by the industry. My personal experience and the result of some analytical works that have been disclosed in my country allow me to formulate a basic concept. In the past, when the use of digitalization outcomes was basically theoretical, it was forecasted that the main new digital solution would be developed in the field of subscription. However, it seems that the real field where digitalization is being applied is in the communication and management of clients. Indeed, we need more information to confirm what nowadays are suspicions, but there seems to be that the main field of pressure from consumers in order to digitalize their relationship with their insurance has been the claims handling world. Before 2020, there already existed this demand, but one thing that is clear is that this demand was utterly stressed after the pandemic crisis, the lockdown, and the progressive lifting of movement restrictions. Lockdown, obviously, calculated deeply the number of car accidents and motor claims, but in spite of this, traffic accidents did not disappear altogether. And those that panned out demanded the use of sophisticated new techniques, such as image-based assessment of material damages. Motor insurance is not alien to the general market dynamics dictated by time, which means the growing joining in of new, young customers, which are digital natives and hence demand their providers to be able to communicate with them in the way they are accustomed to. This is a fascinating task that has two main landmarks. The first is the birth and improvement of the open insurance environment, which is another source of services and offer enrichment for insurers. And second, the introduction of artificial intelligence schemes and solutions which pose some ethical questions that must be meticulously considered. These are some of the basic elements that I see in a foreseeable future for motor insurance. Nevertheless, there is another idea I would like to share with you before closing my speech as a final remark. Some months ago, the Spanish Private Insurers and Reinsurers Association sponsored a deep analysis on the question of what will be the impacts of digitalization on insurance. Amongst the many conclusions that we took from this work, I would like to stress a single one.
The results of the survey make very clear that the Spanish insurance consumer has a neat appetite for digital solutions. They want to be as swiftly and efficiently attended by their insurance company as they are by other services providers. But at the same time, they don't want to lose human contact. Insurance means protection, and this means that each time an individual buys an insurance cover, they expect to be accompanied and protected. As a result, the same consumer who demands a digital environment for their insurance relations strongly reject, for example, the use of automated telephone switchboards. Each time they dial their insurance phone number, they expect to be attended by a human. Exactly the same happens when they have a doubt or a concern or a complaint. At the end of the day, and this is my last message to you, we are going to find very, very different things in the future. We'll be obliged to assimilate and get accustomed to realities even opposed to those that we nowadays deem ordinary. Future, then, is different to the present. Wise future will not consist in leaving behind everything that we have done to this day. In the future, we will have to also be intelligent enough so as to do our work somehow exactly as we do it today. Thank you very, very much for your attention. Thank you so much for your contribution, and I hope you're enjoying your stay in Morocco, in Casablanca. Thank you very much. I'll let you go back to the room. Thank you very much.